C'était le cas. Hein. Bon, on n'a pas évoqué le sujet, mais je voulais en profiter pour le dire. Merci beaucoup, Madame Amrani. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais quelques questions, mais avant, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit, sur vos propos, en disant il est bien loin le temps où les urnes, on ne pouvait plus faire de bourrage d'urnes, etc. 2017, le Conseil constitutionnel a rendu un avis sur une élection où j'étais candidate face à un certain Manuel Valls. Donc, il existe encore, quand on a une clé qui est censée ouvrir qu'un seul cadenas, qu'elle ouvre les deux. Voilà, même si on l'a en main, il y a quand même comme des questions à se poser encore sur certaines pratiques, malheureusement. Concernant, moi, je voulais avoir votre un peu savoir comment vous pensiez, vous, si vous avez déjà fait un bilan concernant la nouvelle procédure dans le cadre en fait de la radiation pour la perte d'attache communale. Est-ce que, parce qu'avant on avait, c'était une commission et c'était dans le cadre de la commission qui était examinée point par point, en fait, dossier par dossier, de façon individuelle, les radiations. Et depuis la loi qui a changé, donc maintenant c'est à la discrétion du maire et c'est lui qui décide quelque part avant de la mettre à disposition auprès de la commission électorale qui vient après pour donner son avis. Donc déjà, j'aimerais avoir votre regard là-dessus, savoir si vous avez fait dans le cadre de l'AMF un bilan sur cette nouvelle loi et savoir comment vous pratiquiez cette radiation. Est-ce que vous, pour éviter en fait d'enlever ce droit fondamental aux habitants de la ville, ce droit fondamental de vote, est-ce que quels moyens vous mettez, vous prenez pour vraiment, avant de radier la personne, dire elle n'habite plus, elle n'a plus d'attache avec la ville? Donc ça, c'est ma première question. Donc quels moyens, quels est en fait les moyens que vous avez de façon pour pas aller au-delà de la loi, c'est-à-dire les liens peut-être avec les impôts, peut-être avec la trésorerie, avec la cantine, voilà. Quels sont vos moyens pour être sûr que la personne n'a plus d'attache? Ensuite, quelque chose qui revient assez souvent, c'est le fait des panneaux d'affichage libre. Est-ce que, parce qu'on le voit de plus en plus, il y a de moins en moins de panneaux d'affichage libre et donc de plus en plus d'affichage sauvage, est-ce que justement vous pensez que les collectivités sont au fait de la loi, parce qu'aujourd'hui, normalement, la loi dit que en fonction de la population, il doit avoir tant de panneaux. Est-ce que c'est respecté ou pas? Donc ça, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et concernant les procurations, donc moi, je vous rejoins sur le fait que ça serait bien de revenir à 2 procurations par portant. Je vous rejoins, je pense que c'est important. Mais quelle est la procédure qui est mise en place pour que nos aînés, notamment qui sont dans les EHPAD, parce que c'est la mairie qui s'en charge en règle générale, quelle est votre procédure? Comment les mairies fonctionnent? Est-ce que c'est un agent de la police municipale qui accompagne? Voilà, comment ça se passe? Ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et déjà, si on arrive à répondre tout ça, ça serait pas mal. Merci. Pour répondre à votre première question, non, nous n'avons pas, je l'évoquais tout à l'heure, mais pas de manière peut-être aussi précise, au sein de l'AMF, établi un bilan sur ces questions de perte d'attache communale. Mais le fait que nous évoquions le sujet aujourd'hui et qu'il apparaisse bien présent dans vos réflexions nous invite, et nous allons faire rapport de cela à nos autorités respectives au sein de l'AMF. On va essayer d'approcher un bilan, mais sachant que pour faire un bilan, il faut que chacun ait déjà eu à collationner un certain nombre d'informations pour pouvoir les faire remonter. Comme la question ne s'est jamais posée dans des termes aussi précis que celle que vous venez de poser, moi je sais par exemple dans mon département, je n'ai pas aujourd'hui la matière me permettant de faire remonter au niveau national, ce qui permettrait à l'AMF nationale de faire un bilan. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'amorcer quelque chose en la matière. Ce qui me permet de répondre à votre deuxième question sur comment vous faites-vous pour
vous entourer du maximum de précautions pour ne pas priver un électeur de son droit de vote. Bon. La pratique qui est la mienne est, je crois, la pratique de pur bon sens de la quasi-totalité des maires. Nous n'avons aucune idée préconçue consistant à aller chercher coûte que coûte ceux qui seraient encore inscrits sur une liste électorale et qui ne devraient plus l'être. Nos services, c'est ce qui se passe dans ma commune, sont en interrogation sur un certain nombre de situations où, manifestement, il n'y a plus de rattachement à la commune. Un des éléments, d'ailleurs, constitutifs de cette situation étant le retour en mairie des cartes d'électeurs non distribuées à l'adresse indiquée, qui, rappelons-le, doivent être disponibles au bureau de vote centralisateur, et même dans tous les bureaux de vote, pour tout électeur qui, ne l'ayant pas reçu là où il devait la recevoir, souhaite pouvoir en disposer, et on la lui remet, il la signe d'ailleurs devant nous au moment de participer donc au scrutin. Le nombre de celles et ceux qui, venant voter, sollicitent qu'on leur remette leur carte d'électeur est infinitésimal. Et ça, c'est également un critère qui permet, au bout de 1 ou 2 scrutins, surtout quand ils sont assez rapprochés, de constituer des éléments d'interrogation sur le fait que l'habitant en question soit ou non encore en lien avec la commune, au point de pouvoir rester inscrit sur les listes électorales. Et on ajoute, nos services ajoutent à ces constats très factuels d'autres appréciations. Vous avez évoqué, je crois qu'on le faisait tout à l'heure, des liens au travers de la scolarité, de la régie de recettes et de dépenses de la commune, etc. Bon, c'est un croisement qui s'opère de manière très précautionneuse et qui apparaît à nous alors que nous n'allons pas le chercher. Je ne sais pas si j'exprime clairement les choses, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais j'ai bien noté l'intérêt qu'il y aurait à ce que, au niveau de l'AMF nationale, on creuse le sujet en demandant à nos associations départementales d'essayer de le faire aussi. Mais j'avoue que ça sera un petit peu compliqué. Sur les 2 autres questions. Sur l'affichage et les règles de droit que doivent appliquer les communes. Moi, j'ai bien sûr l'exemple de la circonscription dont j'ai été le député. Lorsque j'avais 48 communes dans la circonscription et que j'y allais comme chacun très souvent, je notais que même dans les plus petites communes, il y avait les panneaux d'affichage libre. Évidemment, la remarque qui pouvait être faite, c'est que ces panneaux qui étaient à la taille de la commune, quelquefois étaient surutilisés par des affichages de manifestations qui se déroulaient loin de la commune. Bon, vous savez, la brocante à tel endroit, qui est organisée sur une échelle territoriale qui fait que l'organisateur, il va mettre des affiches à 10 ou 15 km à la ronde. Bon. Donc moi, je crois que les communes, sauf à ce que des exemples nous remontent, mais jamais je n'ai été dans ce cas, aussi bien comme maire que comme président de l'association des maires de mon département, les communes, je pense, sont à la hauteur de leurs obligations. Si elles ne l'étaient pas, bien évidemment, il faut que ça nous remonte. Et même si nous, je le disais ce matin dans une autre instance, je ne suis pas en tant que président d'association le patron des maires de mon département. Nous avons une capacité, conjointement avec l'État, surtout sur des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets régaliens, de faire valoir l'obligation dans laquelle ils se trouvent et de les y convaincre. Et je le dis parce que vous avez évoqué l'affichage sauvage. J'ai connu, il n'y a pas encore si longtemps que cela, l'époque où nombre suffisant de panneaux d'affichage libre ou pas, il y avait des affiches partout, y compris là où aujourd'hui plus personne ne se hasarderait à en mettre. Je pense que
les tendances très fortes de notre pays, et ça est très positif en matière de protection de notre environnement, à commencer par notre environnement visuel, et la volonté de plus en plus forte également de ne pas gâcher du papier pour le plaisir d'être le premier à en mettre partout. Bon, ça, c'est des tendances lourdes qui font qu'aujourd'hui, d'une manière globale, c'est comme ça que je l'apprécie, et là, c'est moi qui parle, pas l'AMF, on a quand même moins, et c'est heureux, d'affichage sauvage comme on en a connu il y a 60 ans, et dans les décennies qui ont suivi, jusqu'à une période récente, on va dire du début de ce siècle. Donc, je crois que les personnes qui veulent faire valoir au travers de moyens de communication autres que les panneaux officiels leur souhait de solliciter la confiance de leurs concitoyens ont aujourd'hui bien mesuré les capacités qui étaient les leurs, les droits qui leur étaient ouverts, et les utilisent de manière qui me semble satisfaisante. Alors, je n'ai pas la prétention de traiter de tous les sujets. Je connais très bien la commune d'Évry à laquelle vous avez fait référence. C'est vrai que Évry n'est pas Comblaville, et je ne me permets pas de juger ce qui s'y passe aujourd'hui. En ce qui concerne les procurations, le fait que la possibilité de donner procuration soit maintenant plus ouverte fait que très souvent, moi j'ai 2 EHPAD dans ma commune, c'est soit le commissariat qui s'est organisé pour que des fonctionnaires de police en lien avec les directions d'EHPAD viennent un jour déterminé au contact des personnes qui veulent donner procuration et fassent ce qu'il y a à faire. Et notre police municipale agit de la même manière. Je disais tout à l'heure que les efforts des communes dans le cadre de tous les dispositifs d'inclusion sont considérables, et ça vaut également pour la volonté qui est celle des collectivités locales de permettre à nos concitoyens les plus éloignés de la capacité physique à venir au bureau de vote puissent le faire. On évoquait tout à l'heure nos concitoyens très âgés et qui quelquefois, pour des raisons d'accessibilité, alors qu'ils voudraient venir, ont du mal à le faire. Le vote par procuration de nos habitants en EHPAD est important en volume, et nous faisons tout pour que ceux qui le souhaitent, bien sûr, puissent en bénéficier.